Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de regarder la RTS, c'est votre émission Point de vue. Nous sommes le dimanche 19 janvier 2014. Je reçois avec plaisir M. Assane Diop, ministre conseiller auprès du président de la République Macky Sall. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour, Monseigneur. Merci d'être avec nous. C'est un plaisir. Alors, ceux qui ont connu la gouvernance Abdou Diouf vous reconnaîtront certainement parce que vous étiez membre du gouvernement pendant les 10 dernières années du règne socialiste. L'expérience démarre effectivement en 1990 lorsque, leader syndical à l'époque, vous devenez ministre de la Santé et de l'Action sociale. Avec l'entrée du PDS au gouvernement, vous allez à l'emploi et au travail. Et puis lorsque Wade et ses ministres quittent, vous revenez à la santé. Il y avait une explication particulière? Je ne pense pas. Je ne pense pas du tout. Peut-être que le président de la République de l'époque, Abdou Diouf, avait pensé qu'il fallait que je puisse continuer l'expérience au niveau du ministère de la Santé. Peut-être qu'il faudra que je rappelle qu'à partir de 1990, le président de la République, Abdou Diouf, avait lancé une forte campagne de mobilisation pour la promotion de la santé des populations sénégalaises et avait donc investi un budget important pour le ministère que nous avons négocié à l'époque avec la Banque mondiale et les partenaires au développement. Et le secteur de la santé avait connu donc un renouveau important que nous avons conduit pendant 5 ans. Oui. Et peut-être qu'après le départ du PDS, il a voulu que je continue l'expérience. Le PDS voulait ce poste-là? Il semblerait que ça faisait partie des postes qui étaient convoités à l'époque par le PDS, enfin, ce que j'ai entendu dire. D'accord. Alors, dans tous les cas, l'expérience va se poursuivre jusqu'en 2000. Et après la chute du PS, commence une longue carrière internationale pour vous. Directeur exécutif du BIT pendant 12 ans. Vous faites cap ensuite sur Addis Abeba avec la Commission économique pour l'Afrique. C'est là-bas d'ailleurs que le président Macky Sall vous a rencontré et demandé de venir travailler avec lui. Alors, qu'est-ce qui a été déterminant dans le choix que vous avez fait d'accepter de venir avec lui? Écoutez, d'abord, le fait que, après avoir servi mon pays pendant 10 ans au niveau gouvernemental, et acquis une expérience internationale d'une dizaine d'années sur des questions qui intéressent le président de la République, les questions de sécurité sociale avec la couverture maladie universelle, mais aussi les questions d'emploi avec l'expérience que j'ai acquise à ce niveau en travaillant en étroite collaboration avec le secteur emploi du BIT. Oui. Également mon expérience passée au niveau de ce ministère, au niveau du ministère de l'Emploi, ont fait que j'ai pensé qu'il était maintenant temps que je vienne servir mon pays avec cette expérience acquise. J'ai pensé que c'était plus important pour moi que de rester encore sur le plan international où je n'avais plus rien à prouver et que je pouvais servir mon pays de manière décisive à la réflexion sur ces questions déterminantes. D'accord. Mais pour le faire, il faut évidemment avoir une conviction sur ce que déroule l'homme qui est à la tête de ce pays actuellement, le président Macky Sall. Est-ce que vous êtes en phase avec son programme politique? Tout à fait. Écoutez, il faut retenir une chose. Le président de la République, pendant sa campagne électorale, avait mis un accent particulier sur les questions de l'emploi, de la couverture maladie universelle. Il en a fait également son point fort dans le Yoonu Yokkute. Oui. Par conséquent, aider à la réalisation de ces deux objectifs, pour moi, c'est extrêmement important pour le peuple sénégalais. Donc j'ai ma modeste expérience à apporter à ce niveau-là, expérience acquise encore une fois au double plan national et international.
internationale. D'accord. Nous allons y revenir d'ailleurs sur ces deux cas, l'emploi et la couverture maladie, mais il faut savoir que vous avez un cursus syndical également, parce que vous avez été secrétaire général du syndicat des professeurs du Sénégal et secrétaire général de l'Organisation de l'unité syndicale africaine, avant de devenir ministre à l'époque. Alors, au Sénégal, la demande sociale est très forte, vous le savez, vous le constatez. Récemment, d'ailleurs, les centrales syndicales ont annoncé la couleur. Fini l'état de grâce, disent-elles. Ça met en lumière les difficultés qu'on a aujourd'hui, les difficultés que les gouvernants ont pour apporter des réponses idoines. Alors, comment vous comprenez un peu cette situation sociale? Elle s'est tendue tout le temps au Sénégal. Il y a d'abord une analyse à faire. La première, c'est que nous sommes un pays en voie de développement. Et un pays en voie de développement est en construction. N'oublions pas également que nous avons traversé des épisodes difficiles, notamment avec le programme d'ajustement structurel. Ensuite, la compétitivité internationale s'est imposée à nous avec une mondialisation accélérée. Ensuite, nous avons connu, comme vous le savez aussi, d'importantes mutations au niveau international dues à la crise économique. Tout cela fait que le champ social est tendu, du fait même de l'impact de tous ces événements sur la vie des travailleurs. Mais également du fait de l'impact de ces événements sur les programmes de développement au niveau national. Ce qui veut dire que nous avons une demande sociale forte et les exigences de développement du pays. Et bien sûr, ça fait problème, quelque part. Répondre à la demande démocratique des travailleurs et également répondre aux exigences de développement. Ce qui nous pousse à penser qu'il est nécessaire d'avoir un dialogue social très fort. Très fort. Mais un dialogue social, ça se construit. Oui. Nous avons d'abord l'impérieuse nécessité de régler le problème de représentation. Parce qu'il est difficile pour un gouvernement, difficile pour, par exemple, les employeurs, de négocier avec cette multitude de centrales syndicales. Il faut rationaliser. Il faut rationaliser. Il y a eu bien sûr les enquêtes de représentativité, mais le problème reste le même. Jusqu'à présent, dans les négociations, tout le monde veut prendre la parole, tout le monde veut prendre une part à la discussion. Ce qui est tout à fait normal. Hein. Mais il faut qu'on arrive à mieux rationaliser l'organisation de ces enquêtes de représentativité et les résultats. Pour faire de sorte que quand il y a une négociation, qu'il y ait des porte-paroles dûment mandatés qui puissent parler au nom de tous. D'accord. Ensuite, de l'autre côté, j'ai dit il faut l'organiser. Le gouvernement également s'organise autour des ministères techniques chargés des questions revendiquées par les travailleurs, mais il y a aussi une organisation gouvernementale à assurer. Et de l'autre côté, quand c'est nécessaire, la négociation avec le secteur privé, ça s'organise également. Autour d'un dialogue social fort. Qu'est-ce que j'entends par là? Premièrement, le dialogue social, il faut rompre avec l'idée de qui a raison, qui a tort. Ce n'est pas le problème. Le problème, c'est rompre également avec cette idée de dialogue social, de résolution de problèmes. Cela veut dire attendre qu'il y ait un problème pour se réunir et lui trouver une solution. Moi, je pense qu'il faut aller vers ce type de dialogue social. Une démarche d'anticipation. Anticipation, mais basée sur une approche, disons, de résolution de problèmes à long terme. Cela veut dire comprendre le problème, l'analyser et également faire de sorte qu'il y ait disons, un consensus commun autour de la trame même du problème. Et lui trouver des mécanismes de suivi, lui trouver des mécanismes également d'anticipation. Ça, c'est important. Éviter surtout les problèmes récurrents. Ça décrédibilise le dialogue social. Par exemple, au Sénégal, on revient toujours sur ce qu'on appelle le respect des engagements pris par le gouvernement. Oui, ça dépend de la nature de la négociation. Vous savez, quand un gouvernement négocie sous la pression et qu'il accepte pour sortir de crise, qu'il accepte des conditions de conclusion qui
qui à l'évidence ne sont pas respectables. Ils ne peuvent pas. Parce que quand même, il faut anticiper. Je vous donne un exemple concret. Si au milieu de l'année, il y a une grève autour d'augmentation de salaire, mais le gouvernement ne doit pas en tout cas prendre des engagements au cours de l'année budgétaire, parce que les revendications ne sont pas prises en charge par le budget. Si sur une base de pression il l'accepte, cela va sans dire, il ne pourra pas Donc il faut arriver à faire de sorte que les négociations soient prises en charge à des périodes déterminées de l'année qui peuvent permettre au gouvernement de s'ajuster pour répondre au cas où il y aurait des accords. Et ensuite, il y a, par exemple les problèmes récurrents de paiement d'indemnités liées à des examens, etc. Je crois que c'est des questions qu'on peut régler de manière définitive, pour éviter que ces questions reviennent. Et ça crée un climat disons, de suspicion, de manque de bonne volonté, alors que ce n'est pas le cas. Je crois qu'il faut arriver à donc anticiper, avoir des mécanismes de suivi et vraiment faire de sorte que ces questions-là ne reviennent pas. D'accord. En parlant de ce climat social assez tendu, enfin l'une des pommes de discorde ces temps-ci, c'est ce qu'on appelle l'audit de la fonction publique, qui a vu des fonctionnaires suspendus, en tout cas du point de vue du paiement des salaires. Il se dit que c'est des irrégularités qui sont notées depuis très longtemps. Que savez-vous de cette situation-là? Ce que je peux dire, c'est que... En tant qu'ancien ministre, bien sûr, de tutelle. Ce que je peux dire, c'est que... J'étais ministre du Travail, je n'étais pas ministre de la fonction publique. Mais ce que je peux dire, c'est que tout le monde est d'accord, je crois, qu'il est nécessaire d'assainir la fonction publique. Je ne vois pas quelqu'un, une organisation syndicale qui va défendre l'idée selon laquelle il faut laisser les choses en l'état. C'est l'immobilisme, c'est ce qu'il y a de pire. Nous savons qu'il y a des gens qui perçoivent des salaires indûment pour des raisons diverses. Donc assainir le fichier, je crois qu'il y a un accord là-dessus. Tout à l'heure, j'ai parlé du dialogue social. Un élément important du dialogue social, c'est la communication. Il faut que les gens se parlent sur les questions qui sont à débattre et à résoudre. Si la communication se fait de manière rationnelle et normale, je crois que les intéressés pourraient comprendre qu'il y aura nécessairement des impacts négatifs quant à l'audit et l'application des mesures à prendre pour rectifier. Donc, anticiper et communiquer largement avant de prendre action. Je crois que le ministre de la fonction publique a procédé ainsi d'ailleurs, mais un sacrifice est nécessaire pour rectifier les dysfonctionnements. Et surtout que les résultats, tels que le ministre de la fonction publique l'a dit, conduiront à disons, utiliser tout le budget qui va être récupéré de la régularisation de ces questions-là pour recruter de nouveaux agents de la fonction publique et répondre en même temps ainsi à la demande forte des agents de la fonction publique qui veulent, surtout au niveau de la santé et de l'éducation, qu'il y ait plus de personnel. D'accord. Vous assumez quand même votre, je veux dire, l'ancien régime socialiste dont vous étiez membre, reconnaît sa responsabilité dans cette situation d'irrégularité, si tant est qu'elle existe. Écoutez, je ne peux pas fixer... Est-ce qu'on doit mettre tout sur le compte du régime libéral, par exemple, en termes de déréglementation de l'administration du Sénégal? Écoutez, je crois que nous pouvons tous reconnaître une chose, c'est que nous avons eu une fonction publique quand même qui faisait référence en Afrique. Nous avons eu une fonction publique qui a été rationnelle pendant très longtemps. Et il est possible aujourd'hui de savoir à quelle période ce dysfonctionnement a été fort.
a été fort plutôt. Il est possible qu'avant aussi qu'il y ait eu un dysfonctionnement, mais ce n'était pas aussi apparent, aussi notoire que pendant la période que vous avez citée. Je pense qu'il est possible aujourd'hui de dire de telle période à telle période, il y a eu il y a eu des problèmes sérieux au niveau de la fonction publique et qu'il est aujourd'hui nécessaire de rectifier. C'est pas moi... En fait, je pose la question parce qu'on a vu des cas qui ont été révélés de fonctionnaires dont on dit que leur situation date de 20 ans, 30 ans, etc. Oui, ce que je dis. Ce que je suis en train de dire, c'est que je ne blanchis pas le système socialiste. Je dis c'est une question qui est là depuis un bon bout d'années, un bon nombre d'années. Mais ce qu'il y a, c'est essayer de savoir un peu à quelle période la courbe a été ascendante. Et c'est là le problème. Je ne veux pas dire que le Parti socialiste est tout à fait blanc, son régime tout à fait blanc. Je crois que nous avons ces situations ailleurs également, même dans les pays développés. C'est pourquoi il est nécessaire d'avoir un suivi très sérieux sur les questions de fonction publique. L'emploi, c'est un épineux problème. On a toujours essayé, on essaie encore, mais on se rend compte que c'est une épreuve difficile, en tout cas pour les gouvernants de tous les pays d'ailleurs. Là aussi, l'efficacité des politiques qui sont généralement menées est en cause. Qu'est-ce qui explique cela? Il faut d'abord, je crois, dire que nous avons un système éducatif qui est performant en ce sens qu'on produit beaucoup de diplômés, notamment de l'enseignement supérieur. Oui. Et vous avez vu que à chaque fois qu'il y a des sortants du système éducatif, tout le monde réclame d'aller dans la fonction publique. Il y a même des gens qui sortant du privé réclament d'aller dans la fonction publique. Ce qui est une bonne dynamique. Mais la réponse elle-même ne peut pas satisfaire la demande. Pourquoi? Parce que simplement il y a un ratio dans un budget. On sait que le budget de l'État a un ratio en matière de recrutement et que donc on ne peut pas aller au-delà au risque de créer un dysfonctionnement. De l'autre côté, le secteur privé également a des limites de recrutement. Ce qui fait que si on s'en tient à ces deux pôles, nécessairement nous allons vers le problème de l'incapacité d'absorber tous les demandeurs d'emploi. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nous avons deux choses à régler. La première, c'est maîtriser le flux de demande d'emploi. Et je crois que là, le ministre de la Jeunesse et de l'Emploi a mis en place des guichets accueil emploi pour un peu avoir une idée plus nette des demandeurs d'emploi. Il faut ajouter à cela tous ceux qui se sont inscrits quand le ministère de la fonction publique a lancé l'appel pour le recrutement. Oui. Mais ce n'est pas tout. Il faut aussi faire une enquête nationale sur l'emploi pour avoir une idée nette et claire des demandes d'emploi dans notre pays. Il ne faut pas oublier qu'il y a des jeunes qui ne cherchent même plus un emploi. Découragés, ils sont restés chez eux. Absolument. Donc l'enquête nationale, couplée à ces deux initiatives, une prise par le ministère de la fonction publique, l'autre par le ministre de la Jeunesse et de l'Emploi avec les guichets et les guichets, ça va permettre d'avoir une visibilité claire en ce qui concerne les demandes d'emploi. Une fois cela maîtrisé, il faut maintenant aller au-delà des deux pôles dont j'ai parlé tout à l'heure, la fonction publique et le privé, sachant quelles sont les limites. Et aller vers tout ce qui est chaîne de valeur dans l'agriculture, l'élevage et en milieu rural. Il y a une niche extraordinaire de création d'emplois dans ce secteur. Ce n'est pas pour rien que les domaines agricoles communautaires sont lancés. Et il faut sortir aussi de l'idée selon laquelle on n'est pas là pour aller être agriculteur. Les postes qui vont être créés là-bas, ce ne sont pas seulement des postes pour les agriculteurs. La chaîne de valeur implique la création de petites et moyennes entreprises.
Et nous aurons besoin d'ingénieurs, nous aurons besoin de beaucoup de qualifications. Absolument. Donc, aller dans ce secteur-là de manière résolue en mettant les moyens et en étudiant correctement la situation, nous pouvons créer énormément d'emplois. Donc on parle de 300 000 et plus. Oui. Mais nous avons aussi le milieu de l'économie informelle, qui est une niche extrêmement importante, où nous pouvons aider les petites et moyennes entreprises à se formaliser et créer des emplois réels avec des salaires et des conditions de sécurité sociale. Donc si nous mettons tout cela ensemble, nous maîtriserons mieux le marché du travail et nous aurons plus la capacité de répondre à la demande. Oui. Mais cela demande, oui. excusez-moi, ça nécessite une très bonne organisation. Absolument, j'allais en venir. C'est-à-dire, ce que vous démontrez là, c'est qu'il y a des solutions au problème de l'emploi. Mais peut-être qu'il y a effectivement un problème d'organisation pour que les politiques ou les initiatives soient plus efficaces. Oui. Et souvenons-nous que le président de la République, pendant sa campagne, donc, a insisté beaucoup sur les questions d'emploi. On a fait une priorité. Oui. Il a fait de l'agriculture une priorité. Nous avons entendu Madame le Premier ministre dire très clairement qu'elle accorde comme priorité dans son action l'agriculture et l'emploi. Donc elle a tout de suite décidé de mettre en pratique les initiatives du chef de l'État en termes de vision. Et le ministre du Travail, et le ministre de la Jeunesse et de l'Emploi est en train de mettre ça en exécution. Maintenant, ce qu'il nous faut faire, et je parle sous le contrôle du ministre de la Jeunesse et de l'Emploi, qui est responsable du secteur, ce qu'il nous faut faire, et il est en droite ligne sur ça, parce que le ministre a créé un comité scientifique pour préparer le Forum national sur l'emploi des jeunes. En plus de cela, le chef de l'État a pris une initiative importante dans le cadre de l'initiative panafricaine de l'emploi des jeunes, qui regroupe l'Union africaine, la Banque africaine de développement, la Commission économique pour l'Afrique et le BIT. Donc il y a une initiative qui est prise à ce niveau-là par le chef de l'État, et le chef de l'État a demandé à la Commission économique pour l'Afrique d'aider à asseoir une politique disons, une meilleure politique en matière de création d'emplois. Et aujourd'hui, au moment où je vous parle, il y a 3 missions sur le terrain qui travaillent. Une première mission à 2 volets. Le premier volet, c'est la maîtrise du marché du travail. Une mission 2 qui s'occupe de tout ce qui est économie informelle et économie numérique. Et c'est le ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et de l'Emploi lui-même qui a insisté pour qu'il y ait l'économie numérique, parce qu'il voit un peu par anticipation la niche qu'il y a là. Nous avons la 3e mission qui est sur les chaînes de valeur dans l'agriculture et le milieu rural. Et je reprends la première mission qui a un 2e volet qui s'occupe de tout ce qui est de la préparation du plan d'action opérationnel pour l'emploi des jeunes. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'aujourd'hui, avec méthode et organisation, sur décision du chef de l'État, le gouvernement est en train de travailler pour organiser non seulement la réflexion, mais l'action. Nous avons donc l'initiative avec le Forum national pour l'emploi. Nous avons cette jonction entre ce que fait la CIA et le gouvernement sur le plan d'action opérationnel. Et nous allons au finish, au cours de cette année, j'espère au mois de mars au plus tard, et le président souhaite d'ailleurs que ça soit fait plus tôt, nous allons avoir un plan d'action opérationnel qui va mettre en cohérence toutes ces politiques-là. Oui. Et un plan d'action opérationnel dont le coût sera évalué et les échéances fixées. Il y a déjà sur le terrain 15 focus groups qui travaillent en relation directe avec les acteurs eux-mêmes du secteur privé, les acteurs de l'économie informelle, de l'économie rurale, et également avec certains ministères, pour recevoir l'ensemble des propositions
et asseoir, comme je l'ai indiqué, un plan d'action opérationnel dont la mise en œuvre sera confiée au ministère de la Jeunesse et de l'Emploi pour évaluer chaque année le nombre d'emplois qui va être créé. D'accord. Et il est possible aujourd'hui d'avoir un échéancier sur 2 ans, un échéancier sur 3 ans, un échéancier plus à long terme. Et ce qu'il faut retenir, c'est que nous devrons aussi, sur le long terme, repenser notre système de formation. Absolument. Parce qu'il va sentir, et le secteur privé le répète souvent, l'allocation emploi-formation n'est pas là. Il faut donc qu'on repense notre système pour répondre aux besoins de formation du secteur privé, mais aussi aux besoins de formation, comme je l'ai dit, sur les chaînes de valeur au niveau de l'agriculture, de l'élevage, et ce qu'on peut faire dans l'économie informelle. D'accord. Ça, vous êtes... effectivement, vous l'avez dit, l'économie informelle. Moi, je voudrais m'intéresser un peu à cela, parce que, vous le savez, dans le cadre de l'emploi formel, il suffit d'être formé, bien formé et tout, mais il y a un secteur refuge que constitue le secteur informel. Vous voyez des milliers de jeunes dans les rues du Sénégal à la recherche un peu de mieux-être, d'un petit quelque chose pour vivre. Alors, ces jeunes-là, qu'est-ce que vous allez faire avec ces jeunes-là? Bon, il y a d'abord la nécessité de comprendre un peu la composition des activités dans l'économie informelle. Nous avons les mécaniciens garagistes. Nous avons la confection. Nous avons le commerce, et notamment le petit commerce. Nous avons l'électricité. Nous avons la menuiserie, ébénisterie et d'autres activités, notamment la petite restauration, etc. Ce qu'il faut, je crois, c'est arriver à avoir des genres de campus, pas universitaires, mais des espaces en tout cas, où nous allons essayer d'avoir une organisation pratique à l'intérieur, où les gens peuvent exercer leurs activités et gagner leur vie. Où ils pourront être accompagnés dans les espaces, accompagnés dans l'accès au crédit, accompagnés dans le service qu'ils vont livrer. Cela va permettre plusieurs choses. D'abord, ça va aider beaucoup la ville de Dakar dans la propreté et dans la localisation des activités qu'il y aura dans ces espaces. Mais il y aura aussi que les gens sauront où aller pour avoir les services dont ils ont besoin. Nous aurons la possibilité aussi, à travers ces espaces, de faire de la formation. Je suis profondément convaincu qu'on peut lier la formation professionnelle technique et ces activités-là et avoir des relais de performance qui vont aider à mesurer le degré de compétence de ces apprentis, par exemple, et qu'ils puissent avoir ne serait-ce qu'un certificat de reconnaissance de leurs capacités. Absolument. Et les aider à se regrouper dans des coopératives au niveau peut-être par exemple de la mécanique générale et d'autres métiers que je viens de citer, les aider à avoir des accès au crédit et avoir des activités de qualité dont les gens auront besoin. Tout cela doit s'organiser, mais pas dans la rue, pas dans l'anarchie. Donc, le financement de ces activités est possible, et le rationnement possible. Et c'est là où nous allons avoir la possibilité de trouver de l'emploi à tous ces jeunes qui n'ont pas la formation adéquate pour avoir accès à certains autres emplois. Donc, il est possible d'organiser cela de manière résolue. D'accord. En termes de politique de santé, l'espoir est bien sûr dans la couverture maladie universelle. Le président Sall l'a rappelé hier à Diamniadio. C'est vrai, il y a la gratuité des soins qui est effective depuis octobre pour les enfants de 0 à 5 ans. Mais l'objectif final, c'est de permettre aux Sénégalais, surtout les plus pauvres, de se faire soigner. Comment y arriver exactement? Là également, je reviens à la volonté politique du chef de l'État, qui a annoncé les couleurs dès la campagne électorale sur la couverture maladie universelle. Et
et qui a instruit le ministre de la Santé à prendre les mesures nécessaires pour en faire une réalité. Ce que le ministre de la Santé fait d'ailleurs très bien actuellement, avec toute une série de recherches, toute une série d'organisations pratiques au niveau de ces services. Mais ce qu'il faut relever, et c'est important, d'abord, la couverture maladie universelle, il y a deux niveaux. Il y a les programmes du ministère de la Santé. C'est le cas, par exemple, de l'accès, plutôt, c'est le cas de la gratuité des soins pour les enfants de 0 à 5 ans. Oui. C'est le cas de la gratuité des césariennes. Oui. C'est le cas du plan Sésame, etc. Ça sont des programmes qui facilitent l'accès aux soins au niveau de la couverture maladie universelle. Il y a maintenant le volet contributif. Organiser les populations pour qu'elles contribuent à l'effort de santé du gouvernement. Et ça, nous avons déjà une expérience là-dessus. Nous avons une expérience là-dessus. Les Sénégalais sont habitués déjà à contribuer à l'effort de santé. N'oublions pas que nous avons eu dans le passé l'initiative de Bamako qui a conduit à la création des comités de santé où les populations s'étaient organisées, géraient les ressources en relation avec les structures sanitaires, avec la contribution des populations. Ça a pris un temps et les populations comprennent la nécessité de contribuer et le font. Ensuite, nous avons lancé en 99, c'était quand j'étais au ministère de la Santé, les mutuelles de santé au Sénégal. Je l'avais lancé à Koungheul d'ailleurs, en 99, et on avait commencé donc à lancer cette idée de mutuelle. Par la suite, il y a eu au niveau international la campagne mondiale pour l'extension de la sécurité sociale qui a abouti en 2012 à la recommandation de l'Organisation internationale du travail sur le socle de protection sociale, qui a une composante forte sur la couverture maladie universelle. Il s'est trouvé par hasard que c'était quand j'étais au BIT, donc en 2012, à ma dernière année, que j'ai pu faire adopter cette résolution, cette recommandation par 185 États membres représentés au niveau tripartite des employeurs, des gouvernements et des travailleurs. Donc, le gouvernement du Sénégal est aujourd'hui en mesure de faire de la couverture maladie universelle une réalité. Maintenant, il faut que l'offre réponde à la demande. Il faut donc renforcer le ministère de la Santé pour qu'il puisse répondre à la forte demande qui va suivre. Oui. Parce qu'une fois que les populations se seront organisées, auront adhéré à la couverture maladie universelle, qui va être autonome dans son fonctionnement, je l'espère, et dans sa gestion, il y aura une espèce de contractualisation pour répondre aux besoins, à la demande. À ce moment-là, il va falloir que le ministère de la Santé soit assez doté de ressources pour répondre à la demande du point de vue des structures sanitaires, du personnel et de l'équipement. D'accord. Donc il va falloir qu'on s'organise pour répondre à cela. Et encore une fois, le Sénégal est en très bonne position pour y arriver. Oui, vous l'avez dit, c'est un programme qui va nécessiter une contribution des populations, mais dans l'idée générale répandue en parlant de couverture maladie universelle, c'est cette politique de gratuité qui est mise en avant. Alors, ça permet de se dire effectivement à quelle hauteur contribuer, mais à quelle hauteur, parce que aussi, on le sait, il faut des ressources pour ce programme-là. Sûr. Le ministère de la Santé a fait des enquêtes pour proposer des tarifs de contribution. Ensuite, il y a que, à l'évidence même, les populations aujourd'hui dépensent beaucoup plus que ce qui est demandé comme contribution à la couverture maladie universelle. Donc, encore une fois, c'est une question de communication qui revient. Oui. Il va falloir faire une très grande communication sur la question et dans la durée pour expliquer très clairement aux populations ce que coûte la prise en charge d'un paquet de santé, de soins, d'un paquet de soins, si ces populations contribuent à telle échelle pour cela.
et démontrer clairement qu'il est plus utile et important d'être membre de contribuer à la couverture maladie universelle que de rester à part. Et c'est par la pratique qu'on va démontrer que l'intérêt de ces populations, justement, c'est de rendre cette couverture maladie universelle forte. Ce qui va rendre l'exercice complexe, c'est que on vise effectivement les couches les plus défavorables, les Sénégalais les plus pauvres. On veut leur permettre, en tout cas, de se faire soigner dans les conditions idoines. La couverture maladie universelle prend des dispositions également pour vraiment les couches vulnérables, très pauvres. Ces couches vulnérables très pauvres, il y aura un volet dans la couverture maladie universelle pour les prendre en charge gratuitement. Mais, encore une fois, c'est un dispositif à mettre en place. Cependant, il faut que les gens comprennent qu'il n'y a dans aucun pays au monde une gratuité totale des soins. D'accord. Donc les Sénégalais doivent comprendre par la couverture maladie universelle qu'il ne s'agit pas d'aller à l'hôpital et se faire soigner gratuitement. Non, pas du tout. Et c'est pourquoi je parle encore une fois de la bonne communication. Oui. Parce que sinon, il est possible d'évaluer le coût et de le faire supporter par des impôts directs. C'est ça. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il est préférable, je crois, d'avoir cette couverture maladie universelle dans une structure qui va être, comme je l'ai indiqué, autonome dans son fonctionnement et dans sa gestion, et contractualisée avec le ministère de la Santé et exiger des soins de qualité meilleurs. Et cela nécessitera une capacité contributive qu'il va falloir évaluer. D'accord. Encore une fois, le ministère de la Santé a fait une projection et propose déjà des tarifs qu'il va falloir, n'est-ce pas, discuter avec les populations. Mais encore une fois, il nous faut rompre avec l'immobilisme. On ne peut pas avoir une couverture maladie universelle comprise dans un sens tout à fait gratuit. Ce n'est pas possible. D'accord. Ça n'existe nulle part. Et défendre quelque chose de ce genre, c'est tromper le peuple sénégalais. Et on ne doit pas tromper le peuple sénégalais. Et ça devient... moi, j'aimerais bien voir un parti politique être contre ça et expliquer comment il va le faire. D'accord. Donc la santé a un coût, comme on dit. Et ce coût est parfois énorme. Donc il faut le comprendre comme ça, mais dans tous les cas, l'objectif c'est d'amoindrir un peu le coût, et c'est une politique en tout cas que les gens saluent, hein, mais peut-être ça discute au niveau de la mise en œuvre. Alors, on peut passer, si vous le voulez bien, à la collaboration toujours avec le président Macky Sall, mais du point de vue politique, parce que vous êtes désormais membre de l'APR, c'est ça? C'est ça. Oui. Qu'est-ce qui vous motive, qu'est-ce que vous gagnez dans cet engagement politique, surtout pour quelqu'un qui a eu une expérience gouvernementale pendant longtemps et une expérience internationale aussi? Qu'est-ce que vous gagnez là-dedans? Je gagne beaucoup quelque chose. C'est de servir mon pays à mon niveau d'expérience. Ça, c'est inégalable. Je gagne beaucoup avec ça. Et c'est l'occasion d'ailleurs pour moi de revenir sur une question précise. Dans mon cas précis, on ne peut pas parler de transhumance politique. Pourquoi? Pourquoi? Parce que simplement, transhumance expliquée selon les règles établies dans la politique, c'est quitter un parti, aller dans un autre, et notamment un parti au pouvoir, pour gagner plus. Dans les prairies grasses. Oui. Ce qui n'est pas mon cas. Encore une fois, et je le répète, je gagnais plus que les ministres sénégalais là où j'étais. Quand j'ai quitté Addis Abeba pour répondre à l'appel du président, je le dis encore, je le répète, je gagnais plus que les ministres sénégalais. Donc ce n'est pas pour de l'argent. Ce n'est pas pour des titres. Parce que j'ai été ministre de gouvernement pendant 10 ans. Donc ce n'est pas pour être ministre conseiller que je viens chercher un titre. Absolument. Et ensuite, j'ai eu mon expérience internationale grâce à Dieu. Ce qui veut dire en clair que je ne viens pas chercher des postes, je ne viens pas chercher de l'argent. Par contre, comme je l'ai dit, ce que je gagne, c'est servir mon pays avec le peu d'expérience que j'ai dans des domaines bien précis. Et ça, je crois que c'est beaucoup gagné.
D'accord. Si peut-être les gens pensent transhumance, c'est parce que peut-être vous étiez membre du Parti socialiste avant d'aller à l'international. Et puis, au retour, vous avez un autre choix, c'est d'aller peut-être au PS, mais vous ne l'avez pas fait, vous êtes venu à l'APR. Oui, je dois d'abord, là également, dire que quand je suis parti sur le plan international, je suis resté 12 ans plus une année presque d'inaction quand je suis arrivé. Sur le plan international, je n'avais pas le droit de faire de la politique. C'est la règle dans le système des Nations Unies. Donc pendant 13 ans, je n'ai pas eu d'activité politique. Pas du tout. Donc quand je suis revenu, j'avais soit le choix de rester dans le Parti socialiste, soit le choix de créer un parti, soit le choix d'être dans l'APR, soit de ne rien faire. J'ai pensé que je ne pouvais pas rester sans rien faire, compte tenu justement de ce que je viens de dire en matière de servir de mon pays. Un retour au PS était également exclu. Bon, ce n'était pas exclu au départ. Il se trouve simplement qu'à la lecture du champ politique au Sénégal, à la lecture des programmes qui sont présentés, à la lecture des hommes qui conduisent ces partis politiques-là, je me dis, et j'en suis convaincu, que je me retrouve mieux avec ce qui se passe dans le programme du président, avec le président lui-même et avec l'APR dans le cadre de Yonou Yokouté. Et c'est pourquoi je me suis dit, vaut mieux m'engager dans cette direction-là et servir de manière pratique mon pays. Et encore une fois, je ne viens pas gagner de l'argent, j'en perds. D'accord. Maintenant, une autre question importante, peut-être, c'est que il y a un groupe de partis qui sont dans Benno Bokk Yakaar, y compris le Parti socialiste. Oui. Donc, la différence, c'est que dans le groupe Bokk Yakaar, dans Benno Bokk Yakaar, ceux qui ne sont pas de l'APR appuient le président sur le plan personnel, l'appuient sur le plan de son programme, parce que sinon ils ne seront pas avec. Moi, je l'appuie sur le programme personnel, je l'appuie sur le programme dans le cadre de son programme, et je l'appuie dans le cadre de son parti. Donc, il n'y a pas une grande différence. Et puis, comme on dit en Wolof, on est ensemble dans Benno Bokk Yakaar, donc je n'ai pas de problème dans le Parti socialiste, avec où je compte énormément d'amis. D'accord, il y en a pour le moment. Oui, bon. D'accord. L'avenir politique, je ne vais pas la décliner aujourd'hui. Oui. Alors, responsable APR donc dans la région de Kaffrine, département de Koungheul, comment comptez-vous justement vous déployer là-bas sur le terrain avec vos amis, entre guillemets, les Abdoulaye Yolande du PS, les Babacar Gaye du PDS, etc. L'exercice ne va pas être facile pour vous? Écoutez, je suis dans un parti. Le parti travaille à se massifier. Dans ce parti, nous comptons beaucoup de compétences à différents niveaux, beaucoup de jeunes qui se sont engagés. Il y a beaucoup de militants aujourd'hui qui n'ont jamais fait de politique et qui s'y intéressent dans les rangs de l'APR. Donc nous allons nous organiser. Nous organiser au niveau de la commune de Koungheul, nous organiser au niveau du département de Koungheul. Ça s'organise au niveau de Nganda, de Birkeland, du département de Kaffrine en général et de la commune de Kaffrine. Nous allons nous organiser. Et en nous organisant, nous allons mettre en pratique un peu le Yonou Yokouté sur le terrain. Nous allons vers des élections locales, plus tard des élections au niveau national. Les ambitions sont claires au niveau des élections locales. Vous voulez les mairies de ces localités-là? Ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, il y a dans le cadre de Benno Bokk Yakaar des concertations pour voir un peu là où il est possible d'avoir des consensus autour de candidats de Benno Bokk Yakaar, et là où ce n'est pas possible, comme tout le monde le répète, qu'il y ait des candidatures de partis. Bon, à ce niveau-là, les gens s'organisent, chaque parti s'organise, et chaque parti pèse un peu quelles sont ses chances ici et là. Et c'est cela qui va conduire à
soit des consensus, soit des candidatures autonomes ou de partis. Oui. Nous travaillons à cela et je pense pouvoir dire que au niveau de l'APR, comme on dit souvent, ça sent du bon. Ça sent du bon, ça veut dire que l'objectif est clair pour vous, personnellement. Vous êtes intéressé par la mairie de Koungheul, par exemple? Encore une fois, nous ne sommes pas encore au niveau des choix, de qui va être quoi. Ce qui est important aujourd'hui, c'est d'être en ordre de bataille, de nous organiser et de gagner ces élections-là. Voilà. Donc, encore une fois, soit nous allons avoir une candidature consensuelle de Benno Bokk Yakaar, et ce sera plus simple, ou alors une candidature, si c'est de Koungheul qu'il s'agit, une candidature de l'APR. Et dans ce cadre-là, encore une fois, nous nous organisons présentement en conséquence. Et ce sera la même chose dans les communautés rurales, ce sera la même chose dans la commune de Kaffrine. D'accord. Pour le moment, donc, pas beaucoup d'informations sur votre posture, sur votre candidature au niveau de la base. Vous ne voulez rien dire pour le moment? Non, ce n'est pas que je ne veuille rien dire. Oui. Cela dit simplement, encore une fois, je pense que une petite maturité politique m'invite à dire qu'il ne faut pas créer des problèmes là où il n'y en a pas. Il n'y a pas encore une candidature retenue pour Koungheul. Et moi, je dois tout faire pour qu'il y ait les meilleurs consensus possibles au niveau de ces candidatures-là. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Je ne suis pas un candidat déclaré. Je ne suis pas un candidat préparé. C'est ça qu'il faut éviter. Et parce que ça veut dire quoi? Penser de cette manière. C'est un peu penser qu'on est meilleur que tout le monde, ce qui n'est pas le cas. Nous avons de très bons jeunes qui travaillent. D'accord. Encore une fois. Et moi, mon ambition, franchement, c'est de faire de sorte que l'APR triomphe bien dans ces élections. Les rapports entre le pouvoir actuel et l'opposition d'aujourd'hui, à l'époque au pouvoir, vous les appréciez comment? Aujourd'hui, beaucoup de bruit encore et encore sur ce qu'il est convenu d'appeler la traque des biens mal acquis. On a vu le procureur, par exemple, communiquer sur le cas d'une responsable libérale, Mme Aïda Ndiong, pour ne pas la citer. Comment voyez-vous un peu cette situation-là? Bon, je pense que, très sincèrement, on aurait pu ne pas arriver à cette situation, disons, de communication intempestive si on avait tous laissé la justice faire son travail. Mais c'est parce que aussi, je suis désolé de le dire, c'est que la presse met tout l'accent sur cette question-là. Elle est dans son rôle quand même. Pardon? Elle est dans son rôle, la presse. Oui, elle est dans son rôle, justement. Mais également, une telle pression sur la question fait que les gens aussi répondent. Et quand les gens répondent, ça conduit à la situation que nous avons. Parce que si la question est instruite, elle n'est pas encore prête, mais en même temps, d'une manière ou d'une autre, on essaie de blanchir certaines personnes alors que les choses sont en cours. Vous voyez ce que je veux dire? Le procureur est obligé d'expliquer. Voilà un peu la situation. Mais laissons la justice faire son travail, suivre son cours, de sorte qu'à la fin, quand les décisions seront prises, ça va être de la bonne manière, ça va être dans un contexte beaucoup plus apaisé, et ceux qui ont acquis des biens de manière pas normale répondront devant la justice, et c'est tout. Moi, je pense que, très franchement, on peut garder son calme et faire le travail comme il se doit. Mais peut-être que c'est un discours qu'on doit aujourd'hui tenir à tout le monde. Vous parliez de la presse tout à l'heure, mais aux autorités, il est reproché souvent d'avoir fait une communication à outrance sur ce dossier. Par exemple, le procureur l'autre jour, certains l'ont critiqué, dénonçant ce qu'on appelle le secret de l'instruction, par exemple. C'est ce que j'ai dit. Oui.
Ce que j'ai dit, il y a trop de communication autour de ces affaires-là. Il y a beaucoup trop de communication. Je pense qu'il faut laisser les choses suivre leur cours. Il faut laisser la justice faire son travail et communiquer là-dessus quand c'est vraiment nécessaire. Mais anticiper sur beaucoup de choses, je crois que c'est ça qui rend les choses un peu tendues. Vous avez un avis, une opinion sur ceux qui parlent de justice sélective dans cette démarche-là? Vous le pensez honnêtement? Qu'est-ce que vous appelez justice sélective? C'est-à-dire qui s'intéressent plutôt à ceux qui sont aujourd'hui dans l'opposition. Peut-être c'est sur ces gens-là qu'il y a des soupçons lourds. Sur des soupçons lourds plutôt. Franchement, je pense pas que l'on vise particulièrement les gens du PDS pour les nommer. Je pense que c'est en suivant un peu ce qui s'est passé pendant ces dernières années que les gens sont beaucoup plus accrochés par certains chiffres qu'on agite. C'est peut-être ça. Si ces chiffres étaient agités avant ou pendant, certainement les gens se seraient intéressés à ça. C'est également, encore une fois, une très forte communication qui a conduit qu'il y ait un focus sur certaines personnes, je crois. D'accord. Pendant 12 ans, vous ne vous êtes pas intéressé, enfin, vous êtes intéressé parce que vous êtes sénégalais, mais vous ne vous êtes pas prononcé plutôt sur la gestion du régime libéral. C'est vrai, on vous voyait rapidement à Dakar parfois. Maintenant, vous pouvez avoir peut-être une opinion dessus. Comment vous l'avez apprécié, ces 12 années de régime libéral, pendant que vous avez quitté, bien sûr, le Sénégal? Oui, Omar, vous avez bien dit, pendant tout ce temps, je n'étais pas là. Donc, mon appréciation ne peut pas être très approfondie. J'ai suivi de loin, donc je préférerais vraiment ne pas entrer dans des détails que je ne maîtrise pas très bien. Devoir de réserve toujours. Merci beaucoup, merci Monsieur le Ministre d'être venu sur ce plateau. Merci beaucoup. Simplement pour soulever une question que vous n'avez pas posée, mais qui me tient un peu à cœur. C'est que je viens d'une petite présence en milieu rural. Oui, le monde rural. J'ai trouvé une situation qui quand même mérite d'être soulevée. C'est que le chef de l'État... Oui, le chef de l'État, en faisant sa campagne électorale, a parcouru les campagnes. Il a compris le cri d'angoisse et l'appel du monde rural. Et quand il a été élu président de la République, il a mis un accent particulier sur une approche de développement inclusif. Cela veut dire quoi? Un développement de partage des richesses. Et cela passe par le pouvoir d'achat des gens. Et là, il a pris la décision d'augmenter le prix au producteur de l'arachide à 200 francs. Et quand j'étais dans le département de Koungheul la semaine dernière, et les paysans m'ont interpellé sur une situation franchement préoccupante. C'est que face à la campagne de commercialisation presque bloquée ou très ralentie, les paysans sont obligés de brader leurs produits à 140 francs, 160 francs, 170 francs au kilo. Ce qui veut dire que, et ce qu'ils me disent, c'est qu'il y a des gens qui opèrent de cette manière, qui les obligent presque à vendre parce qu'ils ont besoin d'argent, et rachètent à 200 francs, c'est des opérateurs qui le font, c'est même que kilo d'arachide. Je crois que ça, c'est grave. Et justement, parlant de biens mal acquis, on devrait s'intéresser à ces questions-là. C'est parce que c'est des biens mal acquis au dos des paysans, au dos de la volonté politique du chef de l'État que de renforcer le pouvoir d'achat au niveau du monde rural. Je me suis laissé dire que le ministère de l'Agriculture prend des mesures en ce moment-ci pour régler cette question.
là, mais ça mérite d'être soulevé. Absolument. Et que l'année prochaine, par exemple, qu'il y ait des mécanismes, n'est-ce pas, qui puissent faire de sorte qu'on ne puisse pas revivre ces questions-là. Ouais. C'est vraiment... En tout cas, récemment, il y a eu un accord autour de ce prix qui a été retenu, les 200 francs, mais comme vous le confirmez, on se rend compte qu'il y a des problèmes véritablement sur le terrain. Il y a des problèmes. Et les autorités, le ministre certainement vous entend, le président de la République aussi. Merci beaucoup en tout cas. Merci mesdames, messieurs, à vous aussi d'avoir suivi. On se retrouve dimanche prochain.